Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juin et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du match entre l'équipe de France et l'Irak qui aura lieu ce soir. Il y a des places de titulaires qui sont en jeu, même si de mon côté il fait tellement chaud que je ne sais plus si je suis français ou irakien, je ne sais plus qui je dois supporter, évidemment c'est une blague, mais c'est pour m'excuser d'avance, vous allez me voir me liquéfier au fur et à mesure du journal, parce qu'avec les spots, c'est vraiment pas évident de tenir. C'est pas évident de tenir, on pourrait également dire ça face à l'Espagne. L'Arabie Saoudite en a eu le lourd constat, on fera le débrief du match, nous parlerons également de la Tunisie qui s'est complètement fait balayer de la compétition par les Japonais et du résultat nul de la Belgique face à l'Iran, littéralement ça a donné un match nul. Pour sortir un petit peu du cadre du mondial, on parlera mercato et on parlera d'un joueur qui n'est pas à la Coupe du Monde, Kolo Muani. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas touché un mot sur l'attaquant du Paris Saint-Germain, on a tendance à l'oublier, et qui va devoir bouger au cours du mercato estival. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Les compositions probables pour l'équipe de France face à l'Irak sont tombées, c'est ce matin dans le journal L'Équipe et c'est un match que Didier Deschamps ne considère pas à la légère, au contraire il a rappelé que l'Irak a eu de bons résultats dernièrement, mais en tout cas il y a 3 tests majeurs sur des places de titulaires en jeu qui vont être essayés ici. Alors nous avons déjà Barcola qui prend la place de Désiré Doué, un duel parisien pour le poste d'ailier gauche. Barcola avait fait une excellente entrée face au Sénégal, il colle au système Deschamps, il a de nombreux arguments à faire valoir et de son côté Désiré Doué on connaît tous son potentiel mais il n'a pas encore pleinement convaincu avec l'équipe de France. Deuxième test qui va m'intéresser particulièrement c'est celui de Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. Honnêtement aucun n'a donné satisfaction dernièrement mais tu sens que Théo Hernandez c'est un choix par défaut, il suffit que Lucas Digne arrive à sortir 2-3 bons matchs et puis il passera indéniablement devant. Lucas Digne est bon à Aston Villa donc franchement c'est peut-être le poste où j'ai le plus d'attentes parce que j'estime que c'est une grande faiblesse de l'équipe de France ce poste de latéral gauche et que Lucas Digne a une vraie carte à jouer. Et enfin au milieu de terrain, là c'est davantage une question de profil puisqu'on a Koné qui prend la place de Tchouaméni qui est un joueur qui descendait bas, prenait peu de risques, était finalement un facteur d'équilibre pour Didier Deschamps. On sait que Koné est plus mobile, il a tendance à davantage monter, il peut également être un peu plus chasseur dans la récupération des ballons. Est-ce que c'est parce qu'on risque d'avoir davantage la possession face à l'Irak que face à une grosse sélection? C'est possible, mais on sait que Manu Koné, il a déjà sorti quelques gros matchs avec les Bleus, donc c'est une rencontre que je vais suivre avec impatience. Elle aura lieu tard ce soir, c'est pas plus mal, on pourra regarder le match à la fraîche. Et bien voilà, l'Espagne au complet, c'est forcément une Espagne qui est bien plus performante avec des joueurs qui font de belles prestations, y compris des joueurs qui étaient déjà alignés pour le premier match espagnol et qui avaient été un petit peu frustrants. 4-0 face à l'Arabie Saoudite, on peut dire que ça remet les pendules à l'heure. Voici les joueurs qui sont les artisans de son succès. Yamal et Baena de retour, 2 vrais ailiers, ça apporte danger, déséquilibre, c'est plus vertical, moins stéréotypé. Yamal est déjà excellent et buteur, et puis on a également Olmo qui a un rôle important tactiquement parce qu'en fait il était devant les 2 autres milieux, il était plus axial, placé en numéro 10, il a trouvé quelques bonnes lignes de passe qui ont été utiles à son équipe, il a d'ailleurs une passe décisive mais surtout pour Pedri ça veut dire un positionnement un petit peu plus reculé qui l'aide à trouver sa pertinence dans le jeu. Un qui a trouvé sa pertinence sans aucun doute, c'est Oyarzabal. Alors, il avait été moqué parce qu'il avait quasiment pas touché de ballon lors du premier match. Ici, il en a pas touché énormément non plus, 20-30, pas plus que ça. Mais en attendant, il a été d'une redoutable efficacité et c'est le constat global qu'on peut mettre sur le compte de l'Espagne qui s'en sort avec 2,30 expected goals, mais 4 buts et surtout qui n'a rien concédé. Alors évidemment la faiblesse en face a aidé. Côté groupe, t'es en tête avec 4 points et un très bon goal average. T'es bien lancé pour la première place à prendre face à l'Uruguay. Hervé Renard n'y aura rien fait, le changement de sélectionneur n'aura pas été décisif pour la Tunisie. En même temps on a beau le surnommer le sorcier, si tu le mets avec 11 bouts de bois, il va pas faire de miracle. Je suis sévère, mais il fallait quand même voir qu'en face, c'était le Japon. Le Japon qui colle 4-0 aux Tunisiens et le Japon qui a une excellente sélection. Voici les compos qui étaient alignés. Ueda qui sort particulièrement un bon match avec son doublé et sa passe décisive. Nakamura aussi, le joueur de Reims, deuxième titularisation. Il avait marqué le premier match, là il est buteur. Il est passeur, pardon. Et de manière générale, moi j'aime bien le Japon parce que c'est une sélection qui est solide.
c'est une sélection qui arrive à être réaliste et c'est pas considéré comme un grand pays de football, donc c'est un petit peu sous-coté, mais quand vous regardez leur dernier match, bah finalement, il va falloir compter sur les Japonais, ils sont pas venus là pour faire figuration, contrairement aux Tunisiens qui malheureusement ont connu un match extrêmement compliqué. Abdi sort en larmes de la rencontre, il n'a pas été aidé par ses défenseurs centraux derrière qui n'ont vraiment pas été bons, et j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce qu'aujourd'hui c'est ça la réflexion que tu peux avoir autour de la sélection tunisienne, c'est comment tu vas réussir à te reconstruire. Sur le match, il n'y a pas grand chose à dire, c'était très déséquilibré, il n'y a vraiment eu aucune étincelle du côté de la Tunisie. Si tu regardes le groupe, ils sont sûrs d'être éliminés, 0 points, goal average de -8, et en plus, le dernier match, il est face aux Pays-Bas. Pour les Néerlandais, c'est un match avec enjeu, les Pays-Bas sont une très bonne équipe, avec vraiment des joueurs de qualité, donc est-ce que tu vas réussir ne serait-ce qu'à sortir dignement? C'est le dernier enjeu pour la Tunisie, mais même ça, c'est pas gagné très loin de là. Match nul pour la Belgique face à l'Iran, 0-0, aucun but inscrit. Et oui, la Belgique a une génération vieillissante, on est bien d'accord là-dessus, mais je reste quand même assez déçu par ces Diables Rouges qui, à mon sens, peuvent livrer mieux que ce qu'ils ont fait sur ces 2 premières rencontres. Voici les compos. Pas de Doku, soucis respiratoires, on va pas revenir sur la polémique, mais au moins ça permet à la Belgique de voir comment ils peuvent jouer sans l'ailier qui risque de s'absenter pour la naissance de son enfant. On lui souhaite bon courage parce qu'il y a eu une tempête médiatique qui doit être assez dure à supporter pour un joueur qui a vraiment déjà beaucoup de pression et beaucoup de préoccupations en tête, donc franchement, force à Doku tout simplement. Sur le reste de la prestation des Belges, bon, il y a des joueurs qui étaient présents, mais ils étaient tout aussi absents que Jérémy Doku. Je force un petit peu, mais Lukaku, on sait qu'il n'est pas en forme. On sait qu'il a quand même fait une excellente entrée au cours de la première rencontre. Bon, ben là, ça n'a pas fait illusion. Kevin De Bruyne a été le maître du jeu belge, mais il n'a pas réussi à suffisamment faire de différence. Et puis, il faut quand même dire qu'en face, l'Iran, c'est une équipe qui a été assez intéressante parce que oui, la Belgique a tiré, oui, la Belgique a eu des occasions, mais finalement, en face, le gardien a été absolument énorme. C'est un match héroïque du gardien de but. C'est un sac 4-1 de bétonneur. Ils n'ont pas joué haut, mais ils ont été cohérents défensivement. Surtout Khalilzadeh, je suis désolé, je ne connais pas ce joueur. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est le meilleur défenseur central de la rencontre. Évidemment, ça allait pas être Ngoy, le Belge, qui s'est retrouvé à être expulsé. Donc finalement, on a eu une Belgique qui a eu des occasions, mais qui s'est heurtée à un très très gros gardien. C'est une Belgique un peu frustrante, mais moi je reste sur mon constat. Cette Belgique a des soins, mais cette Belgique, elle a quand même du potentiel. Les Diables Rouges sont loin d'être finis si on regarde le groupe. Ils s'en sortent avec 2 matchs nuls, ça fait que 2 points, mais évidemment, ça a coûté des points potentiels à tes adversaires aussi. Ton dernier match, il est face à la Nouvelle-Zélande, tu peux aller chercher les 3 points, comme ça tu termineras à 5 et tu auras ta qualification. Donc il y a encore besoin de progrès pour la Belgique, mais s'ils ne se retrouvent pas une nouvelle fois face à un gardien héroïque, ça devrait le faire, j'ai foi en eux. On a tendance à l'oublier en ce moment parce qu'il est français mais il ne participe pas à la Coupe du Monde, et pourtant je pense qu'il y a une sorte de paradoxe autour de Kolo Muani. À la fois il aurait été énormément critiqué par tous les amateurs de football s'il avait eu sa place dans la liste, mais dans le même temps on aurait été très nombreux à ne pas être surpris de voir Didier Deschamps l'appeler malgré tout, parce que c'était un peu le mec qui faisait de la résistance et qui était appelé contre vent et marée quelle que soit sa forme en club. Reste que Kolo Muani, il est aujourd'hui à un tournant de sa carrière, encore un, parce que c'est un petit peu un briquet qui passe de main en main. C'est un joueur qui passe de club en club été après été. Il était prêté du côté de Tottenham, il n'a pas non plus été étincelant du côté de la Première Ligue. Il revient cet été au Paris Saint-Germain, mais vous vous en doutez, le PSG n'a pas vraiment Kolo Muani dans ses plans. Donc il va falloir trouver une nouvelle destination à l'attaquant français, et c'est là qu'on a Tuttosport qui intervient. Je vous montre la news relayée par Eurosport en France. Il y aurait la volonté d'obtenir un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 30 millions d'euros pour Kolo Muani. Si ça s'avère exact, moi je considère que c'est une formidable opportunité pour Paris. Regardez la petite fiche de Kolo Muani, c'est un joueur qui est désormais valorisé à 20 millions d'euros seulement. Il faut oublier le prix d'achat, il faut regarder ce qu'est Kolo Muani aujourd'hui. Il est plus aussi jeune, il a 27 ans, il n'a pas enchaîné les réussites formidables, il est sous contrat jusqu'en 2028, donc mine de rien, il va falloir trouver une solution assez rapidement.
Si on te propose 20 millions d'euros avec une obligation d'achat, il faut sauter dessus. En plus, je considère que ce serait un bon deal pour tout le monde. D'un côté, le PSG récolterait quand même quelques dizaines de millions. C'est évidemment pas à la hauteur de l'achat, mais il faut de toute façon accepter que tu récupéreras jamais ta thune. Pour la Juve, t'es en galère pour trouver un attaquant. Tes essais de l'été dernier n'ont pas été satisfaisants. Kolo Muani, évidemment, c'est pas Luis Suarez Prime, c'est pas Harry Kane, c'est pas ce genre de numéro 9, mais tu sais ce que t'as avec Kolo Muani, un attaquant qui est quand même capable d'être bon, quoi qu'on en dise, qui est en plus polyvalent, qui peut évoluer en pointe, mais pas seulement, très loin de là, et la Juve l'a déjà eu, la Juve c'est déjà ce qu'ils prennent avec Kolo Muani, et inversement, Kolo Muani c'est ce qu'il va trouver auprès de la vieille dame, donc franchement, moi je souhaite pour tout le monde que ce transfert se fasse. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi je n'ai pas encore fixé le sujet, c'est un petit peu la galère du timing avec le match de l'équipe de France qui arrive, la vidéo qui est publiée un petit peu avant, je me pencherai peut-être sur d'autres sélections, d'autres joueurs, peut-être même un format hors Coupe du Monde, j'ai pas encore tranché, je verrai, la seule certitude c'est qu'il fera chaud. Bon courage, profitez bien de votre journée, profitez bien des matchs du mondial, salut.